Je m'appelle Elena Patel, et j'ai 36 ans. Debout, devant le cercueil de ma mère, dans un salon funéraire de l'Ohio qui empestait le formaldéhyde, j'ai fait face à un ennemi qui ne portait pas d'uniforme. C'était Richard, l'homme qui portait le titre de mon père biologique. 20 ans plus tôt, il m'avait jeté à la rue, sous une pluie glaciale, à cause d'une grossesse d'adolescente à 16 ans. Aujourd'hui, il se tenait là, les bras croisés, un sourire narquois sur le visage, devant des dizaines de parents, me fixant droit dans les yeux, tandis qu'il ricanait. On dirait que la vie t'a enfin puni. Où est ton mari? Où as-tu encore tout raté? Il essayait délibérément de me coincer, attendant que la pauvre fille sans valeur s'effondre. Je l'ai regardé droit dans les yeux, sans ciller. Il n'avait aucune idée que, dans exactement 3 minutes, les lourdes portes en chaîne derrière lui allaient s'ouvrir à la volée, et que les personnes qui allaient les franchir allaient réduire en poussière son ego malade, vieux de 20 ans. Avant que je vous raconte ce qui s'est passé, prenez une seconde pour laisser un « j'aime » et vous abonner à la chaîne, mais seulement si cette histoire résonne en vous. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous nous regardez, et quelle heure il est en ce moment. Car je suis sur le point de vous prouver qu'il n'y a pas de vengeance plus impitoyable et parfaite, que le succès absolu. Je me souviens de l'odeur exacte de ce mardi soir. Un café filtre brûlé, mêlé à l'odeur chimique et piquante de pain au citron. Une soirée tout à fait ordinaire et suffocante, dans une banlieue ouvrière de l'Ohio. Richard était ancré dans son fauteuil usé, inclinant la tête en feuilletant le journal local. Le bruissement sec et crissant du papier. Hélène, la femme que j'appelais mère, se tenait à l'évier de la cuisine, la mousse recouvrant ses mains jusqu'aux poignets, l'eau coulant sur des assiettes sales. Je me tenais au centre du salon. J'avais 16 ans. Mes mains agrippaient l'ourlet de mon pull en laine surdimensionné, si fort que mes ongles ont percé la peau de mes paumes. J'ai senti la piqûre chaude et métallique de mon propre sang. Ma gorge me semblait remplie de sueur de bois. J'ai ouvert la bouche, et j'ai forcé les mots qui allaient couper ma vie en deux. Je suis enceinte. L'eau qui coulait à l'évier s'est arrêtée instantanément. Une assiette en porcelaine humide a glissé des mains d'Hélène. Elle s'est brisée violemment contre le linoléum. Des éclats partout. Richard a cessé de feuilleter son journal. Le silence qui a suivi était suffocant. Le tic-tac de la pendule murale bon marché s'est soudainement amplifié, martelant mes tempes comme un maillet d'acier. Tic, tac, tic. Richard a lentement abaissé le journal sur ses genoux. Il n'y avait aucun choc dans ses yeux. Absolument aucune trace de la déception ou de l'inquiétude d'un père. Au lieu de cela, la peau de son visage s'est tendue, sa mâchoire se bloquant en une ligne rigide et cruelle. Il m'a regardé. Non pas comme une jeune fille de 16 ans, terrifiée et tremblante, mais comme un tas d'ordures qu'on venait de jeter en plein milieu de son salon immaculé. Dis-moi que tu plaisantes. Sa voix était dangereusement basse. Elle sifflait entre ses dents serrées. J'ai secoué la tête. Un petit mouvement pathétique. Crac. Sa lourde main calleuse s'est abattue sur la table basse en verre. La force était brutale. Un verre d'eau glacée, à moitié vide, a été projeté en l'air, se renversant sur les bords. Il s'est levé d'un bond de son fauteuil. Un doigt épais, taché d'huile, s'est pointé droit sur mon visage, réduisant la distance entre nous. Tu as déshonoré cette famille, a-t-il craché. Tu m'as traîné dans la boue, devant tout ce foutu quartier. Il ne se souciait pas de moi. Il ne se souciait pas de l'enfant en moi. Il ne se souciait que des chuchotements à la quincaillerie locale, des regards jugeurs des voisins, de sa fierté d'ouvrier, creuse et fragile. Hélène s'est jetée en avant. Elle a saisi son avant-bras épais, des larmes coulant sur son visage, le suppliant d'arrêter. Richard ne l'a même pas regardé. Il l'a violemment repoussée. Hélène a reculé en titubant, son dos heurtant durement le bord tranchant du comptoir de la cuisine. Elle a gémi, se recroquevillant dans l'ombre de la cuisine. Richard a fait un autre pas, me piégeant au centre de la pièce. L'odeur aigre-rance de tabac bon marché qui émanait de son haleine, m'a suffoqué. Je te donne 2 choix, a-t-il grogné, les yeux exorbités de rage. Soit tu te débarrasses de ce déchet dans ton ventre, soit tu fiches le camp de ma maison, tout de suite. J'ai instinctivement enroulé mes 2 bras autour de mon ventre. Un bouclier protecteur sur une vie à peine de la taille d'un poing. J'ai reculé d'un pas. J'ai regardé l'homme qui était censé me protéger du monde. J'ai de nouveau secoué la tête. Ce simple acte de défi a fait basculer un interrupteur.
L'homme s'est transformé en un animal enragé. Il s'est jeté en avant, m'attrapant par le haut du bras. Sa prise m'a meurtri l'os. Il m'a tiré en avant, me jetant violemment vers le bas de l'escalier en bois. Fais tes valises. Si je vois encore ton visage dans une minute, je te jette personnellement sur le béton. Minuit. La pluie d'hiver de l'Ohio s'abattait de biais contre les vitres. Le vent hurlait à travers les chênes nus. Je suis sorti sur le porche en béton. J'ai traîné un sac de sport en toile délavé derrière moi. À l'intérieur, 3 jeans, quelques chemises, et rien d'autre. Hélène planait près de la porte, ses mains tremblant de manière incontrôlable. Elle a tendu la main, essayant de glisser un billet de 50 € froissé dans la poche de ma veste. Avant même que le papier ne touche mon manteau, la main de Richard s'est projetée. Il a arraché l'argent de ses doigts. Il a repoussé Hélène à l'intérieur. Il a saisi la poignée en laiton de la porte d'entrée, me regardant de haut avec des yeux dépourvus de toute chaleur humaine. Ne reviens jamais. La lourde porte en chêne a claqué à mon visage. Un clic métallique sec a résonné dans l'air glacial. Le peine dormant. Une seconde plus tard, la lumière jaune du porche s'est éteinte. Puis la lumière du salon est devenue noire. La maison entière a sombré dans l'obscurité, se coupant entièrement de moi. Je suis resté seul sous le ciel noir d'encre. Il faisait 4 degrés Celsius. La pluie glaciale a traversé mon mince pull de laine, mordant ma peau nue comme des milliers d'aiguilles de glace. Mes dents claquaient violemment. Mes vêtements mouillés collaient à mon corps frissonnant. Cette nuit-là, tremblante sur le béton, j'ai appris ma toute première leçon de survie brutale. L'ennemi le plus dangereux que vous affronterez jamais, n'attend pas de l'autre côté d'un champ de bataille. Il dort au bout du couloir. Il mange à votre table. Et il porte exactement le même nom de famille que vous. La pluie glaciale de l'Ohio de cette nuit-là, s'est déversée sur l'année suivante de ma vie. Il n'y avait pas de vie, seulement une survie, accrochée par les ongles. J'ai dormi sur un canapé bosselé qui sentait l'urine, dans un foyer pour femmes, avant de rassembler assez d'argent pour un studio au-dessus d'une laverie bruyante. Pas de radiateur, pas de chauffage. Juste des vitres qui claquaient. J'ai travaillé de nuit, dans un restaurant routier près de l'Interstate 71. L'air à l'intérieur était toujours lourd, avec l'odeur de graisse de friture rance, et d'eau de javel industriel bon marché. Mon travail consistait à racler les assiettes, et à récurer de lourdes poêles en fonte. L'eau de vaisselle brûlante et les produits chimiques agressifs m'ont décapé la peau. Mes jointures se sont ouvertes et ont saigné, laissant des tourbillons roses dans l'eau savonneuse. À 3 heures du matin, je me précipitais dehors, je m'appuyais contre le mur de briques glaciales de la ruelle, et je vomissais à cause des nausées matinales. La puanteur des bennes à ordures me brûlait le nez. Puis, j'essuyais ma bouche du dos de ma main meurtrie, je transportais des sacs poubelles de 20 kilos jusqu'à la benne, et je reprenais le travail. Quand Ethan est né, il était minuscule. À peine 2,5 kilos, une petite chose frêle. J'étais allongé sur un matelas nu, par terre, sentant son cœur d'oiseau, rapide, contre ma poitrine. J'ai fixé le plafond taché d'humidité, et j'ai fait un serment de sang, il ne saurait jamais ce que c'était, d'être regardé avec dégoût. Dans la banlieue, Richard a effacé mon existence de sa maison. Il était assis dans son fauteuil usé, buvant de la bière nationale bon marché, regardant le football du dimanche, et interdisant formellement à quiconque de prononcer mon nom. J'étais un fantôme. Mais il ne pouvait pas contrôler le service postal des États-Unis. J'ai loué une boîte postale bon marché. Tous les 2 mois, une enveloppe blanche et simple apparaissait. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, un morceau de papier de cahier déchiré, avec seulement 2 mots, avec amour, maman. Glissé dans le pli, il y avait un billet de 20 €, usé et froissé. Hélène prélevait des centimes sur le budget des courses, cachant de l'argent dans ses chaussures pour me l'envoyer. Je connaissais le risque qu'elle prenait sous ce toit. Ce billet de 20 € a payé du lait en poudre. Il a payé du Tylenol pour nourrisson, quand Ethan a eu de la fièvre. C'était une ligne d'approvisionnement tactique. Le seul fil d'humanité, qui m'empêchait de me noyer complètement dans un monde qui m'avait mis à la porte. C'est un mardi matin, humide et brumeux, que tout a basculé. Je portais Ethan dans une couverture bon marché de friperie, en passant devant un centre de recrutement de centre commercial. Une sergente-chef se tenait dehors. Uniforme impeccable, bottes polies comme un miroir noir. Elle ne m'a pas regardé avec pitié.
La pitié est inutile, pour une mère affamée. Elle a jeté un seul regard à mon visage épuisé et creusé, et a posé une seule question, tranchante. Combien de temps comptes-tu vivre comme ça? Une semaine plus tard, j'ai signé le contrat kaki. L'armée des États-Unis se fichait d'une grossesse d'adolescente. Elle se fichait des ricanements d'un ouvrier d'usine arrogant de l'Ohio. Elle traitait de discipline, et de sang. En échange d'une assurance maladie tricaire et d'un toit sur la tête de mon fils, j'ai livré mon corps. J'ai rasé mes cheveux. J'ai attaché des sacs à dos de 20 kilos sur mes épaules, et j'ai couru des kilomètres sous un soleil de plomb, jusqu'à ce que mes poumons aient le goût du cuivre. Mes bottes ont mâché mes talons, jusqu'à la chair vive. J'ai avalé de la poussière au lieu de ma fierté. Le rejet de Richard était un moteur à réaction, attaché à mon dos. L'échec signifiait mourir de faim dans une ruelle. J'ai réussi tous les tests physiques. Je me suis porté volontaire pour les déploiements de combat, dont personne d'autre ne voulait. Je me suis jeté dans le bac à sable. La chaleur suffocante de 43 degrés Celsius du désert. L'odeur âcre et piquante de la cordite brûlée. Le lourd cliquetis métallique d'un verrou, chargeant une balle réelle dans un fusil M4. De soldat à sergent. De sergent à l'école des aspirants officiers. J'ai épinglé du laiton. Le contraste était une pilule amère et dentelée à avaler. Le père biologique qui partageait mon ADN, m'a jeté comme un outil cassé, pour sauver la face avec ses copains de beuverie. Mais des vétérans de combat, endurcis et tatoués, hommes et femmes de tout le pays, se mettaient au garde à vous pour moi. Ils suivaient mes ordres sans une seconde d'hésitation. Ils me confiaient leur vie. Si vous avez déjà dû construire votre propre vie à partir de zéro, parce que les personnes qui étaient censées vous aimer vous ont abandonné, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Laissez le mot « survivant » dans les commentaires, tout de suite. Faites-moi savoir que je ne suis pas la seule à avoir dû être mon propre héros. 20 ans se sont évaporés, dans un flou de camouflage et de stratégie. Je me tenais au bord du terrain de parade, à Fort Liberty. Le soleil chaud tapait sur l'asphalte noir. J'ai gardé le dos parfaitement droit, les mains jointes derrière moi. J'ai regardé Ethan, maintenant un jeune homme de 20 ans, se tenant au garde à vous, dans son uniforme de classe impeccable. Un soldat de l'armée des États-Unis. Une gifle directe, à la malédiction de l'erreur sans valeur. J'avais gagné. La guerre pour notre survie était terminée. J'avais construit une forteresse d'acier et de discipline, que Richard Patel ne pourrait jamais franchir. Je me suis retourné, prêt à regagner mon bureau de commandement. Puis, mon téléphone portable a vibré violemment, dans la poche de mon uniforme. Je l'ai sorti. L'écran s'est allumé. L'identification de l'appelant affichait un indicatif régional de l'Ohio. L'ennemi essayait de prendre contact. 20 ans, au mois près, depuis cette pluie glaciale. J'étais assise dans mon bureau de commandement, à Fort Liberty. La climatisation bourdonnait d'un drone mécanique et régulier. 3 moniteurs à écran plat brillaient devant moi, suivant les itinéraires logistiques sur 2 continents. Tout était en ordre. Contrôlé, prévisible. Puis, le téléphone portable personnel sur mon lourd bureau en chêne, a commencé à vibrer. Le bourdonnement rauque a résonné contre le bois dur. J'ai jeté un coup d'œil. Un indicatif régional de l'Ohio. L'identification de l'appelant indiquait « Laura, ma cousine ». La commère de la famille, qui n'appelait que lorsque quelqu'un était en difficulté financière, ou mort. Mon intuition tactique s'est enflammée. Une terreur profonde et froide s'est installée dans mon estomac. J'ai décroché le téléphone. Allô. Ce n'était pas Laura. C'était tante Denise. Sa respiration était exagérée, humide et rauque. Des sanglots théâtraux et faux. Elena, a-t-elle étouffé, sa voix dégoulinant de sympathie artificielle. C'est ta mère. Elle a eu une crise cardiaque massive ce matin. Elle est partie. Le monde entier, à l'extérieur de la fenêtre de mon bureau, a cessé de tourner. Le bourdonnement de la climatisation s'est estompé, en un pur parasite. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas laissé tomber le téléphone. J'ai serré la mâchoire, je me suis assise bien droite dans mon fauteuil en cuir, et j'ai fixé le mur en béton nu, en face de moi. Mon agent secret était tombé. J'ai raccroché le téléphone, sans dire un mot de plus. Le silence dans la pièce était absolu, suffocant.
J'ai lentement fait rouler mon fauteuil en arrière. J'ai atteint le tiroir du bas de mon bureau, j'ai saisi la lourde poignée en métal, et j'ai tiré. Assise seule, dans le coin sombre du tiroir, se trouvait une boîte à munitions en bois, cabossée. Je l'ai sortie, et je l'ai posée sur le bureau. Elle ne contenait pas de balles. J'ai ouvert le loquet en laiton rouillé. À l'intérieur, il y avait des piles de papier à lettres délavées, et des dizaines de billets de 20 € usés, que je n'avais jamais dépensés. Mes mains, les mêmes mains qui avaient saisi un couteau de combat en territoire hostile, tremblaient. J'ai caressé du pouce l'écriture penchée et hâtive, sur la note du dessus. Avec amour, maman. Il n'y aurait jamais plus d'enveloppe sans expéditeur, dans ma boîte aux lettres. Cette prise de conscience a déchiré l'armure invisible, que j'avais portée pendant 2 décennies. Hélène était la seule encre qu'il me restait au nom de Patel. C'était la femme qui avait détourné l'argent des courses, pour garder mon fils en vie, quand son mari nous avait jetés au loup. Et maintenant, elle était partie. La ligne d'approvisionnement tactique était coupée, de façon permanente. J'étais complètement seul sur ce front. 3 jours plus tard, le téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était Laura. Sa voix manquait de tout chagrin réel. Elle était vive, sèche et polie, jusqu'à un éclat écœurant. Elle a débité le programme de la veillée du vendredi après-midi, au salon funéraire local. J'ai écouté. Mon visage était de pierre. Juste avant de raccrocher, elle a lancé l'appât psychologique. Ton père demandait, a fait une pause Laura, laissant le silence s'étirer juste assez longtemps pour que le poison s'égoutte. Il veut savoir si tu oserais même te montrer. Mes lèvres se sont retroussées en un lent sourire froid. 20 ans de silence de mort. 20 ans à prétendre que je n'existais pas. Et maintenant, Richard utilisait la tombe fraîche de sa femme, pour sonder les lignes ennemies. Il voulait tâter le terrain. Dans son esprit étroit et arrogant, il m'imaginait probablement comme cette même jeune fille de 16 ans, terrifiée, tremblant sur le porche en béton, trop honteuse pour le regarder dans les yeux. Il voulait voir si j'étais toujours brisé. Il avait besoin de me voir brisé, pour valider sa propre cruauté. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas défendu. J'ai gardé ma voix plate, glaciale et complètement dépourvue d'émotion. Dis-lui que je serai là. J'ai mis fin à l'appel. Ce n'était pas une promesse d'assister à des funérailles. C'était une déclaration de guerre. Vendredi après-midi. Le ciel de l'Ohio était du même gris suffocant et meurtri, qu'il y a 20 ans. Mon SUV V8 noir a écrasé les cailloux sous ses pneus, en entrant dans le parking en gravier du salon funéraire de la ville. J'ai garé le lourd véhicule dans une place, près du fond, et je me suis mis au point mort. J'ai coupé le moteur. Le faible grondement agressif s'est éteint instantanément. Je suis resté assise, dans le lourd silence de l'habitacle. J'ai regardé dans le rétroviseur. J'ai passé une main sur le revers de mon costume noir, sur mesure. Je ne portais pas mon uniforme militaire. Je n'avais pas besoin de ranger de médailles en laiton, ni d'aigle en argent sur mes épaules, pour prouver ma valeur à une salle de lâches. L'uniforme était pour mon pays. Ce costume était pour une exécution. J'ai poussé la lourde portière de la voiture. L'air humide m'a immédiatement frappé. L'odeur épaisse et écœurante d'asphalte frais et chaud, se mêlait à la puanteur accablante des lys funéraires. Ça m'a recouvert le fond de la gorge. J'ai claqué la portière rouillée derrière moi. J'ai redressé les épaules. Ma posture était rigide. J'ai ajusté ma démarche, me déplaçant avec le calme mesuré et prédateur d'un soldat, entrant dans une embuscade connue. J'ai gardé les yeux rivés sur les lourdes doubles portes en verre, à l'avant du bâtiment en briques. Je savais exactement où je mettais les pieds. Je franchissais la dernière ligne de défense. Derrière ces portes, il n'y avait pas une famille en deuil. C'était un champ de mine psychologique, soigneusement piégé par l'homme qui portait le titre de mon père biologique. J'ai tendu la main. J'ai saisi la poignée en laiton froid. J'ai poussé la porte en verre, et je suis entré. Les lourdes doubles portes en verre se sont refermées derrière moi. Le rugissement sourd du trafic de l'autoroute de l'Ohio a disparu instantanément, remplacé par l'air épais et suffocant du salon. Ça sentait le formaldéhyde industriel, masqué par l'odeur écœurante et sucrée des orchidées mourantes. Tante Denise était sur moi, avant que j'aie fait 3 pas. Elle a jeté ses bras autour de mes épaules. Une étreinte théâtrale et creuse, destinée entièrement au public de la pièce.
Elle empestait le parfum floral bon marché, et la cigarette froide. En se retirant, ses yeux ont immédiatement parcouru mon corps, de haut en bas. Un scan rapide et calculateur. Elle chassait les étiquettes de créateurs, les boucles d'oreilles en diamant, une Rolex, tout ce qui criait l'argent. Je portais un costume noir sur mesure, net, propre, mais entièrement sans marque. Pas de bijoux, même pas une montre. J'ai vu un bref éclair de déception dans ses yeux, immédiatement suivi d'une lueur suffisante et satisfaite. Elle avait sa réponse. Dans son esprit, le costume sobre signifiait que j'étais toujours au bas de l'échelle. Je suis passé à côté d'elle. La pièce était bondée de gens qui partageaient ma lignée. La foule s'est écartée, comme l'huile repousse l'eau. Quelques-uns m'ont fait de raides signes de tête obligatoires. La plupart ont simplement fixé le tapis floral moche, refusant de croiser mon regard. À la seconde où j'ai eu le dos tourné, le bourdonnement a commencé. Des chuchotements bas et grinçants, vibrant comme une ruche de guêpes en colère, sous l'éclairage jaunâtre et maladif. Je n'avais pas besoin de lire sur les lèvres pour savoir ce qu'ils disaient. Pour cette pièce, je n'étais pas une officier commandant dans l'armée des États-Unis. Je n'étais pas une femme qui tenait la vie de milliers de soldats entre ses mains. J'étais toujours l'erreur de 16 ans, la déchet enceinte, jetée sous la pluie glaciale. Le temps s'était arrêté pour eux, il y a 20 ans. Ma vision tactique a ignoré les parasites. J'ai balayé la pièce, et je me suis verrouillé sur la cible principale. Richard. Il se tenait près de l'avant, juste à côté du cercueil en bois poli. Il avait 20 ans de plus. Ses épaules s'affaissaient légèrement, et ses cheveux s'étaient éclaircis en une tache grise. Mais cette mâchoire arrogante et rigide, est restée complètement inchangée. Il était entouré des mêmes gars de quartier, col bleu, avec qui il buvait de la bière le dimanche, s'imprégnant de leurs condoléances creuses. Il a levé la tête. Ses yeux ont traversé la foule, et ont percuté les miens. L'air de la pièce s'est figé. Nous nous sommes regardés, à travers 12 mètres de moquette bon marché. Je n'ai pas scié. J'ai gardé une respiration régulière. J'ai attendu un signe de tête, une lueur de reconnaissance, tout ce qui ressemblait à un père humain. Au lieu de cela, les coins de sa bouche se sont resserrés en une ligne dure et cruelle. Il m'a délibérément tourné le dos, et a tendu la main pour serrer celle d'un voisin. Une coupure diplomatique, totale et calculée. Un rejet actif. Je n'ai pas réagi. J'ai gardé la colonne vertébrale parfaitement droite, et j'ai marché directement vers le cercueil. Mes escarpins ne faisaient aucun bruit sur le sol. J'ai baissé les yeux. Hélène avait l'air incroyablement petite. Ses mains pâles étaient croisées sur sa poitrine. Le maquilleur funéraire avait essayé de lui donner de la couleur, mais elle avait juste l'air épuisée. Une boule sèche et douloureuse s'est formée dans ma gorge. Je l'ai ravalée. Je me suis penché près de l'intérieur en satin froid. J'espère que tu savais, ai-je murmuré, ma voix à peine audible par-dessus le bourdonnement de la climatisation. Chaque billet de 20 € froissé que tu as envoyé, est devenu la munition dont j'avais besoin pour survivre. Je n'en ai pas gaspillé un seul centime. Une lourde main m'a tapoté l'épaule. Tante Denise, encore. Elle a montré un couloir étroit, d'un coup de menton sec. Viens ici. Il y a quelque chose que ta mère voulait que tu aies. Je l'ai suivi dans un petit bureau, à l'arrière. Ça sentait le vieux papier et la poussière. Empilés dans le coin, il y avait 3 lourdes boîtes en carton. Denise les a pointées du doigt, le visage aigri et agacé. Elle m'a fait promettre de te les remettre directement. Ne fais pas de désordre. Elle s'est retournée et est partie, me laissant seul dans l'espace exigu. Je me suis accroupi. J'ai arraché le ruban d'emballage marron de la boîte du dessus. Je m'attendais à trouver de vieux pulls, peut-être des albums photos délavés de mon enfance. J'avais tort. J'ai regardé dans une cache de renseignements, soigneusement organisée. Des centaines de coupures de journaux locaux, des impressions de promotion militaire provenant de bases de données publiques de l'armée, une photo granuleuse et agrandie de moi, épinglant mon grade d'aigle argenté. Hélène n'avait jamais été coupée de ma vie. Pendant que Richard passait 2 décennies à essayer d'effacer mon existence, ma mère avait construit un réseau de surveillance clandestin. Elle avait suivi chacun de mes mouvements. Chaque grade, chaque déploiement, chaque victoire. Elle avait tout gardé caché dans le noir, juste sous son nez, à l'intérieur de ses boîtes en carton. Reposant sur une pile de documents de recommandation,
il y avait une enveloppe blanche scellée. Mon nom était écrit de sa main tremblante et penchée. J'ai déchiré le rabat. J'ai sorti une seule feuille de papier de cahier, à lignes. Ce n'était pas un adieu larmoyant et triste. C'était un profil psychologique de l'ennemi, d'une précision chirurgicale. Elena, commençait la lettre. L'orgueil est une chose terrible à abandonner, surtout pour un homme qui croit qu'avoir raison est plus important qu'être aimé. Richard pense qu'il t'a puni toutes ces années. La vérité, c'est qu'il sait juste couper les propres membres, et se demande pourquoi il saigne. Il a peur de toi. Parce que tu as survécu sans lui. La dernière ligne de la lettre n'était pas le dernier souhait d'une mère. C'était un ordre tactique direct, de mon allié clandestine. Quand la vérité éclatera aujourd'hui, utilise la grâce pour briser sa colère. J'ai relu la ligne, 2 fois. J'ai plié le papier en un carré serré et parfait. Je l'ai glissé profondément dans la poche intérieure de ma veste de costume, le plaçant juste au-dessus de mon cœur. L'armure était entièrement renforcée. Je me suis retourné, et je suis sorti du bureau exigu. La lumière jaunâtre et maladive de la salle principale m'a de nouveau inondé. La foule murmurante était devenue complètement silencieuse. L'espace autour du cercueil était vide. J'ai levé les yeux. Richard s'était détaché de son cercle d'amis. Ses mains étaient enfoncées profondément dans les poches de son pantalon sombre. Sa mâchoire était si serrée que le muscle tressaillait sous sa peau. Il marchait lentement, délibérément, droit vers moi. L'attaque était sur le point de commencer. Richard a réduit la distance. Ses lourdes bottes de travail ont cogné contre l'épais tapis du salon funéraire. Il s'est arrêté à exactement 45 cm devant moi. Une invasion délibérée et agressive de mon espace personnel. Le faible bourdonnement de la foule s'est instantanément tu. Un silence de mort. Les parents, tenant des gobelets en plastique d'eau glacée, ont arrêté de boire. Leurs oreilles se sont dressées, comme des antennes radar. Ils sentaient le sang dans l'eau. Ils savaient qu'une collision était imminente, et ils voulaient une place au premier rang, pour le carnage. Richard a croisé ses bras épais sur sa poitrine. Il a lentement promené son regard sur mon costume noir sans marque, de haut en bas. Les coins de sa bouche ont tressailli, puis se sont étirés en un sourire narquois, satisfait et écœurant. On dirait que la vie t'a enfin rattrapé. Sa voix portait. Elle était assez forte pour que les 3 premières rangées de chaises pliantes entendent parfaitement. Je n'ai pas reculé d'un seul pas. J'ai tenu bon. J'ai bloqué mes genoux, et j'ai gardé une respiration régulée, à exactement 15 respirations par minute. Le rythme cardiaque au repos d'un sniper. Je l'ai regardé, non pas comme un père, mais comme une cible hostile, exposant sa propre position. Mon silence absolu a agi comme de l'essence sur son tempérament. Il voulait que je me recroqueville. Il avait besoin que je pleure. Quand je ne l'ai pas fait, sa mâchoire s'est durcie. Tu t'es attiré ça toute seule. Il a tiré sa 2e salve. Le gravier de l'Ohio, col bleu, dans sa gorge, était rauque et grinçant. Tu as traîné cette famille dans la boue à 16 ans. Tu as brisé ton propre avenir en morceaux, de tes propres mains. Il a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. Il a balayé la pièce, recueillant des hochements de tête approbateurs, de ses vieux copains de beuverie, qui se tenaient près des arrangements floraux. Il s'est retourné vers moi, enhardi par sa meute. Et regarde-toi maintenant. Regarde ça. Tu es ici aujourd'hui, complètement seul. Tu n'as absolument rien à ton nom. Ma femme t'a beaucoup trop aidé. Et voilà comment tu la remercies. En te présentant ici, avec l'air d'une moins que rien, et en m'embarrassant encore une fois. Sa logique pathétique et fragile, s'est étalée sur le tapis. Il a vu un costume sobre. Il n'a vu aucun bijou tape à accent grave l'œil. Il m'a vu, debout, sans un homme pour me tenir la main. Son esprit étroit et arrogant a immédiatement fait le calcul, il avait raison. J'étais un échec. Le déchet qu'il avait jeté sous la pluie glaciale, était resté un déchet. Tu ne sais rien de moi, ai-je répondu. Ma voix était plate. Le volume était bas, juste assez fort pour qu'il l'entende, mais le ton était aussi tranchant qu'un scalpel chirurgical. Richard a laissé échapper un ricanement rauque et laid. Une bouffée d'air vicié, sentant fortement le café noir et les menthes bon marché, m'a frappé au visage. Il a fait un autre demi-pas en avant, m'encombrant. Je sais exactement ce que tu es, a-t-il craché,
son visage virant au rouge sombre. Où est ton mari, hein? Qui diable voudrait jamais garder un déchet comme toi? Il s'accrochait désespérément à un scénario qu'il avait écrit il y a 20 ans. Il avait besoin d'être le juge vertueux. Il avait besoin que je sois la criminelle coupable. Pendant une fraction de seconde, une vive pointe de douleur m'a transpercé la poitrine. C'était un coup psychologique vicieux. J'avais saigné dans le sable du désert. J'avais mérité les saluts de milliers de soldats endurcis au combat. Je portais le poids de la sécurité nationale sur mes épaules. Pourtant, l'homme qui partageait mon ADN se tenait au-dessus du cercueil de ma mère, me suppliant pratiquement de boire mon sang. Il utilisait la mort de la femme qui m'a mise au monde, pour prouver quelque chose à ses voisins. Mais alors, j'ai senti le poids du papier de cahier plié, qui reposait dans la poche intérieure de ma veste. Le dernier rapport de renseignement d'Hélène. Il a peur de toi, parce que tu as survécu sans lui. Richard ne m'attaquait pas. Il défendait violemment ses propres insécurités massives. Si j'avais réussi, cela signifiait que sa cruauté était complètement injustifiée. Il avait besoin que je sois une victime brisée, pour pouvoir dormir la nuit. Tu te crois encore spécial, n'est-ce pas, a-t-il grogné. Une minuscule goutte de salive a volé de sa lèvre, et a atterri sur mon revers. Tu n'as rien. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas serré les poings. Je me suis souvenu de l'ordre de mon allié clandestine. Utilise la grâce pour briser sa colère. Au lieu de réagir à sa rage, j'ai souri. C'était un sourire silencieux et glacial. Il ne contenait absolument aucune chaleur. C'était le sourire d'un officier commandant, tenant une quinte flush royale, face à un homme qui pariait sa vie sur une paire de deux. J'ai laissé mes bras pendre, lâches, le long de mes côtés. Non, papa, ai-je répondu, en laissant tomber le mot comme une lourde pierre. En fait, j'attends juste ici, pour te présenter quelqu'un. J'ai fait une pause, laissant le silence s'étirer étroitement entre nous. J'ai regardé la confusion scintiller derrière ses yeux en colère. Mon mari. À la seconde exacte où la dernière syllabe a quitté mes lèvres, l'air à l'extérieur du bâtiment a changé. Un moteur diesel, lourd et massif, a rugi dans le parking en gravier. La vibration profonde et gutturale a fait trembler les fines vitres du salon funéraire. Des phares à LED, d'un blanc aveuglant, ont percé le verre dépoli des doubles portes d'entrée. Des ombres vives et allongées de plusieurs hommes se sont étirées violemment sur le tapis floral moche, pointant droit sur les bottes de Richard. Les lourdes doubles portes en verre à l'avant du salon ont été violemment poussées. Elles ont heurté les butées murales en caoutchouc, avec un craquement sec et retentissant. Une rafale soudaine de vent glacial de l'Ohio s'est engouffrée dans la pièce suffocante, transportant l'odeur amère de l'asphalte humide, et des feuilles d'automne en décomposition. Elle a traversé l'odeur rance de formaldéhyde. Chaque chuchotement grinçant dans la pièce s'est instantanément tu. L'air s'est transformé en béton solide. 6 hommes ont franchi la porte. Ils ne portaient pas de costume sombre, bon marché et mal ajusté, comme le reste des hommes de cette ville. Ils portaient des uniformes de classe A de l'armée des États-Unis, impeccablement repassés. Le claquement sec et rythmé de leurs chaussures de ville en cuir dur, frappant le sol en linoléum, a envoyé un frisson visible à travers la foule. En tête de la formation, se trouvait un homme à la poitrine large, à la colonne vertébrale rigide et aux yeux de faucon. Épinglé sur le tissu sombre de ses épaules, 3 étoiles argentées captaient la lumière jaunâtre et maladive du salon. Lieutenant-général David Walker, mon mari. La foule de parents et de commères du quartier s'est physiquement écartée. Ils se sont recroquevillés sur les chaises pliantes, s'aplatissant contre le papier peint floral, comme un banc de poissons évitant un requin. Personne n'osait respirer bruyamment. J'ai gardé les yeux rivés sur Richard. Le sourire narquois et satisfait qui était plaqué sur son visage, il y a à peine 3 secondes, a complètement fondu. Il a disparu, comme s'il avait été effacé avec un chiffon sale. David a ignoré la pièce. Il a balayé du regard les bouches bées de mes tantes et oncles, me trouvant, debout près du cercueil. L'extérieur militaire, endurci, s'est adouci pendant une fraction de seconde. Il a réduit la distance, a tendu les bras, et m'a serré contre sa poitrine solide, un bouclier massif et impénétrable. Je suis désolé d'être en retard, a-t-il dit. Sa voix était basse, mais dans le silence de mort de la pièce, elle a porté jusqu'au mur du fond. Le trafic en sortant de la base était bloqué. Il m'a lâché, tournant lentement la tête pour regarder l'homme qui se tenait à 45 cm de là.
J'ai reculé d'un demi-pas. J'ai regardé l'homme qui m'avait jeté sous la pluie glaciale, il y a 20 ans. J'ai gardé ma voix entièrement plate. J'ai lu la phrase, comme un juge lisant un verdict final. Papa, voici mon mari, le général David Walker. Le visage de Richard s'est vidé de toute couleur. Il est devenu pâle, prenant la teinte grise et cendrée du ciment mouillé. Le lourd muscle de sa mâchoire s'est relâché, laissant sa bouche s'ouvrir en une béance laide et terrifiée. David a tendu sa grande main droite calleuse. Un geste parfaitement professionnel et glacial. Bonjour, Richard. Le silence s'est étiré. 1 seconde, 3 secondes, 5. Les hommes col bleu et conservateurs de cette pièce vénéraient pratiquement l'autorité militaire. C'était leur mesure ultime d'un homme. Et en ce moment, un général 3 étoiles exigeait le respect d'un ouvrier d'usine à la retraite, qui venait d'être surpris en train d'abuser verbalement de sa femme. Il a fallu 10 secondes angoissantes à Richard pour bouger. Il a nerveusement essuyé sa paume épaisse et moite contre le côté de son pantalon bon marché. Sa main tremblait visiblement, alors qu'il tendait le bras pour prendre celle de David. La poignée de main était faible, vaincue. Mais ce n'était pas le coup de grâce. Un officier plus jeune, un capitaine portant un insigne de rangée sur l'épaule, est sorti de la formation. Il a marché directement vers moi, ignorant complètement Richard. Il s'est arrêté brusquement, a redressé ses larges épaules, et a claqué un salut d'une précision chirurgicale. Le claquement sec de ses talons en cuir, se rejoignant, a traversé la pièce silencieuse comme un coup de fusil. Colonel, la voix du capitaine était un aboiement retentissant de respect absolu. Nous sommes profondément désolés pour votre perte, madame. Il a baissé la main. L'officier derrière lui s'est avancé. Clac. Un autre salut. Colonel Patel. Mes condoléances. Puis le suivant. Et le suivant. 5 officiers de combat, hautement entraînés, se sont avancés, ont salué, et ont répété à haute voix ce titre exact. Colonel Patel. Colonel Patel. Chaque syllabe sèche a agi comme un lourd marteau, se balançant en arrière et s'écrasant directement dans les tympans de Richard. Il a tressailli à chaque salut. Ses yeux étaient grands ouverts, exorbités, et se remplissaient rapidement de lignes rouges injectées de sang. La frappe aérienne psychologique était terminée. Le sol sous ses pieds venait de s'effondrer. Ce moment ne concernait pas le grade de mon mari. Il ne s'agissait pas de se cacher derrière un homme puissant. Il s'agissait de moi. La déchet enceinte de 16 ans, qu'il a jetée sur le porche. L'erreur, l'échec. J'étais debout, juste devant lui, en tant que colonel de l'armée des États-Unis. Je n'ai pas profité du succès de David. J'ai commandé ses officiers avec mon propre sang, ma sueur, et mon expertise tactique. Il me répondait. J'ai jeté un coup d'œil au-delà de Richard. Tante Denise avait ses 2 mains serrées sur sa bouche. Le reste des parents se mordaient les lèvres, les yeux grands ouverts de pure terreur, évitant désespérément mon regard. Ils réalisaient à quel point ils s'étaient terriblement trompés. Si vous avez déjà eu l'ultime satisfaction de prouver à votre famille toxique qu'elle avait tort, sans dire un seul mot de colère, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous, tout de suite. Laissez le mot « karma » dans les commentaires. Faites-moi savoir que je ne suis pas la seule à avoir laissé le succès parler. Tout ce que Richard avait obstinément cru pendant 2 décennies, a été anéanti en moins de 60 secondes. Il avait passé 20 ans à garder un récit creux et faux. Pendant qu'il buvait de la bière bon marché et maudissait mon nom, j'avais rampé dans la poussière, ramassé les morceaux brisés de ma vie, et je les avais forgés en une forteresse d'acier. Son arme arrogante était enrayée. Il était complètement à court de munitions. Richard a reculé en titubant, ses lourdes bottes traînant sur le tapis. Ses genoux ont soudainement fléchi, cédant sous son propre poids. Il est tombé en arrière, ses hanches heurtant durement le bord de la table en bois, qui tenait le livre d'or. Il a agrippé le bord du bois avec des jointures blanches, luttant pour respirer. Il m'a fixé, le torse soulevé, réalisant que sa véritable punition ne faisait que commencer. Les lourdes bottes de travail qui m'avaient mis à la porte il y a 20 ans, ont soudainement perdu toute leur intégrité structurelle. Richard a reculé en titubant, ses lourds talons traînant sur le tapis floral moche. Il a reculé à l'aveuglette, sa hanche heurtant durement le bord du pupitre du livre d'or. Le lourd livre, relié en cuir, a glissé sur la surface polie, s'arrêtant à un pouce de s'écraser au sol.
Ses genoux ont fléchi. Il est tombé comme un sac de béton, sur une chaise pliante en velours rouge bon marché. La structure métallique a gémi bruyamment sous son poids. L'ouvrier d'usine de l'Ohio, arrogant et bouffi, s'est évaporé. L'homme qui m'avait ricané dessus, il y a 5 minutes, avait complètement disparu. Ce qu'il restait sur cette chaise, c'était juste un vieil homme ratatiné, un ballon dégonflé. Le salon était silencieux de mort. Les tantes et les oncles, qui bourdonnaient comme des guêpes en colère quelques instants auparavant, étudiaient maintenant intensément le bout de leurs chaussures. Tante Denise gardait ses mains serrées sur sa bouche, les yeux grands ouverts, refusant de regarder dans ma direction. Personne n'a bougé. Personne n'a osé prononcer une seule syllabe pour le défendre. Ils étaient des lâches, jusqu'au bout. Je suis resté exactement là où j'étais, ma posture parfaitement rigide. Derrière moi, les 6 officiers de combat ont instinctivement déplacé leurs bottes en cuir, qui ont craqué doucement. Ils formaient un mur solide et impénétrable, de verre olive et de laiton. Ils bloquaient toutes les sorties possibles. Richard était piégé. Il a levé les yeux. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'en est sorti au début. Son torse se soulevait et s'abaissait. Un halètement humide et sifflant a résonné au fond de sa gorge. Il avait l'air d'un homme qui se noie sur la terre ferme. Quand il a finalement parlé, l'aboiement autoritaire et retentissant qu'il utilisait pour terroriser sa maisonnée avait complètement disparu. Sa voix était fêlée, fine et pathétique. Tu n'as jamais rien dit à personne. C'était une tentative désespérée et brouillonne de sauver un lambeau de dignité. Blâmer la victime. Jouer l'idiot. Si je lui avais juste dit que j'étais une officière, il aurait agi différemment. C'était le mensonge qu'il essayait de tisser, pour sauver la face devant la salle. J'ai baissé les yeux sur les cheveux gris et clairsemés, au sommet de sa tête. Je n'ai pas ressenti une once de pitié. Je n'ai absolument rien ressenti. Dire à qui? À tante Denise, pour qu'elle répande les ragots au salon de coiffure local? Dire aux gars de la quincaillerie, dans cette ville de la Rust Belt mourante? J'avais passé les 2 dernières décennies à survivre dans la poussière, à porter des sacs à dos de 20 kilos et à saigner dans le désert. Je ne devais rien à cette ville. J'ai redressé les épaules. J'ai baissé les yeux sur lui, ma voix complètement dépourvue d'émotion. Elle était glaciale. Un officier commandant n'a aucune obligation de soumettre un rapport d'après-action à un déserteur. Cette phrase a sectionné le tout dernier fil invisible entre nous. Elle l'a dépouillé de son titre. Elle a révoqué son autorisation. Il n'était plus mon père. Il était juste un homme qui a quitté le champ de bataille il y a 20 ans, quand le combat est devenu difficile. Il était complètement en dehors de ma chaîne de commandement. Il a dégluti avec difficulté. Sa pomme d'Adam a oscillé contre son couridé. Il se vidait de son sang psychologiquement, et il le savait. Il n'avait aucune contre-attaque. J'ai fouillé dans la poche intérieure de ma veste de costume, sur mesure. Mes doigts ont effleuré le papier plié et lisse. J'ai sorti l'enveloppe blanche scellée, qu'Hélène avait laissée dans la boîte en carton. Je me suis avancé, réduisant la distance, et je l'ai laissé tomber directement sur ses genoux. Le dernier coup de maman. Richard a fixé l'enveloppe, comme si c'était une grenade dégoupillée posée sur ses cuisses. Ses doigts épais et calleux tremblaient violemment, alors qu'il la prenait lentement. Il a tâtonné avec le rabat, son ongle sale déchirant le papier de manière irrégulière. Il a sorti la feuille de cahier, à ligne. La pièce l'a regardé lire. J'ai regardé ses yeux aller et venir, sur l'écriture penchée de la femme qu'il avait réduite au silence et intimidée pendant des décennies. Ses yeux se sont accrochés au paragraphe du milieu. Il pense qu'il t'a puni. La vérité, c'est qu'il s'est juste coupé les propres membres. Je pouvais voir la seconde exacte, où les mots ont fait leur chemin dans son cerveau. Sa respiration s'est bloquée. Puis est venu le coup de grâce psychologique final, d'outre-tombe. Chaque anniversaire qu'il a manqué était sa perte, pas la tienne. Il a peur, parce que tu as survécu sans lui. Les mots silencieux et non dits d'Hélène ont agi comme une lame rouillée, découpant l'infection toxique dans son cerveau. C'était une frappe parfaite, d'une femme morte. Richard pouvait se disputer avec moi. Il pouvait crier sur ses voisins. Il pouvait trouer un mur de cloison sèche. Mais il ne pouvait pas manipuler un fantôme. Le silence s'est étiré. Le seul son était le bourdonnement rauque du climatiseur, monté au plafond.
Puis, c'est arrivé. Une seule goutte d'eau a perlé au coin de son œil, ridé et injecté de sang. Elle a débordé, coulant lentement le long des profondes rainures de sa joue burinée, et a éclaboussé directement le papier à ligne, brouillant l'encre bleue. Puis une deuxième goutte. En 36 ans de vie, je n'avais jamais vu cet homme verser une larme. Pas à la mort de ses parents. Pas quand l'usine locale a licencié la moitié de la ville. Pas quand il a jeté sa fille adolescente enceinte, sur le béton glacial. L'armure de fer conservatrice s'est fissurée, et a volé en 1 million de morceaux, juste là, sur la chaise en velours rouge. Il avait brûlé 20 ans de sa vie, 20 ans de souvenirs, et son unique enfant, juste pour protéger un ego creux et fragile. Et maintenant, à 60 ans, regardant à travers la pièce le cercueil de sa femme, il réalisait qu'il n'avait absolument rien à montrer. Pas de famille, pas de respect, juste une maison vide. Richard a lentement baissé le morceau de papier. Sa main reposait sur son genou, tremblant de manière incontrôlable. Il m'a regardé. Ses yeux étaient complètement injectés de sang, nageant dans une panique désespérée et suffocante. L'arrogance était morte. Sa mâchoire a tremblé. Il a forcé une confession tardive et inutile. Je pensais que je te donnais une leçon. Je n'ai pas jubilé. Un officier commandant ne rit pas, sur le corps d'un ennemi vaincu. Je suis resté parfaitement immobile, mes mains pendant lâchement le long de mes côtés, regardant cette seule goutte d'eau salée rouler sur la joue burinée de Richard. L'air du salon funéraire semblait complètement vidé, aspiré par son effondrement psychologique soudain. Tante Denise et le reste des parents de l'Ohio sont restés figés sur leurs chaises pliantes bon marché. Leur bouche était légèrement entr'ouverte. Ils retenaient leur souffle, attendant que je crie. Ils attendaient une explosion massive et dramatique. Le genre de dispute criarde, dont ce quartier se nourrissait. Cela n'allait pas arriver. J'opérais avec précision. Tu m'as appris une leçon massive, papa, ai-je dit. Mon ton était régulier, égal, dépourvu de toute colère d'enfance persistante. J'ai légèrement tourné la tête, regardant par-dessus son épaule affaissée, vers David et les 5 officiers de combat qui se tenaient derrière moi. Ils formaient un mur rigide de vert olive, de laiton et de discipline endurcie. C'étaient des hommes qui avaient réellement saigné pour moi. Puis, j'ai ramené mes yeux sur le regard injecté de sang de Richard. Tu m'as appris que la famille ne se définit pas par ceux qui partagent un nom de famille. J'ai laissé les mots flotter dans l'air lourd et parfumé de fleurs, pendant une seconde. Elle se définit par ceux qui décident de rester, quand la tempête frappe. Chaque parent debout près du cercueil a dégluti avec difficulté. Certains ont changé de poids, leurs chaussures de ville bon marché raclant le sol. Avec 2 phrases, je les ai complètement dépouillés de leur privilège de lignée. Ils pensaient que partager l'ADN signifiait qu'on leur devait automatiquement mon respect. Ils avaient tout faux. Je ne leur devais absolument rien, parce qu'aucun d'entre eux ne m'avait jamais offert sa loyauté, quand j'étais affamé. Ils avaient troqué ma survie contre de vils ragots de ville. David s'est avancé à côté de moi. Il a placé une main lourde et rassurante, sur le bas de mon dos. C'était un geste protecteur silencieux, d'un homme qui savait réellement ce que signifiait diriger et protéger. Un signal physique, que l'objectif était sécurisé. Le périmètre était tenu. Il était temps de se retirer. J'ai fait un léger signe de tête. Nous avons tourné le dos au cercueil, à la foule murmurante, et à l'homme brisé, assis sur la chaise en velours rouge. Mes escarpins noirs se sont pivotés vers les lourdes portes en verre, à l'avant du salon. Nous avons fait 2 pas, Helena. La voix est venue de derrière moi. C'était un gémissement pathétique et aigu. Ça ressemblait exactement à un chien errant, suppliant à une porte moustiquaire rouillée. J'ai arrêté de marcher. Je n'ai pas tourné la tête. Derrière moi, Richard était recroquevillé, serrant le papier de cahier plié d'Hélène contre sa poitrine, comme un gilet pare-balles. Il s'est étouffé dans sa propre respiration irrégulière, luttant contre le manque soudain d'oxygène dans ses poumons. Puis, il a forcé 3 mots, que j'avais désespérément voulu entendre, il y a 20 ans. J'avais tort. Ces 3 mots portaient une tonne de poids. S'il les avait prononcés pendant que je raclais de la graisse brûlante sur des assiettes de restaurant, ou pendant que je vomissais dans une ruelle glaciale derrière les bennes à ordures, ils nous auraient peut-être sauvés. Mais ils arrivaient 20 ans trop tard. Leur date d'expiration avait passé, à la seconde exacte où ce lourd pen dormant a cliqué, dans la pluie glaciale. Ils ne signifiaient absolument rien pour moi, maintenant.
C'étaient juste des syllabes vides, tombant sur un tapis bon marché. Je me suis lentement retourné. J'ai regagné la chaise pliante, mais pas lent et délibéré. La pièce a de nouveau retenu son souffle. Il n'y a pas eu d'explosion soudaine de rage. Je n'ai pas pointé un doigt sur son visage, ni exigé d'excuses. J'ai exécuté la forme finale, la plus brutale de la grâce. Je me suis penché sur lui. L'odeur de son café noir rance et de ses menthes bon marché m'a de nouveau frappé le nez, se mêlant à l'odeur de sa sueur nerveuse. J'ai pressé mes lèvres contre sa joue. Sa peau était glaciale, et moite de sueur. Ce n'était pas un baiser de retrouvailles. Ce n'était pas un geste de pardon. Et ce n'était certainement pas une branche d'olivier. C'était la fermeture physique d'un cercueil. L'enterrement absolu d'une relation, qui était morte sur un porche en béton, il y a 2 décennies. Je me suis reculé, gardant mon visage à quelques centimètres du sien, et j'ai regardé directement dans ses yeux terrifiés. « Garde cette lettre, papa », ai-je murmuré. « C'est la seule chose qu'il te reste. » Je me suis redressé. Avec ce seul geste glacial, j'ai prouvé ma supériorité absolue. Je l'avais battu en pouvoir. Je l'avais battu en dignité. Et je l'avais battu en miséricorde. Je n'avais même plus l'énergie de le haïr. La haine demandait un investissement émotionnel, que je n'étais plus disposé à dépenser. Richard Patel n'était plus qualifié pour être mon adversaire. Il n'était qu'un fantôme, hantant sa propre vie vide. J'ai tourné les talons. J'ai accroché fermement mon bras à celui de David. Les 5 officiers militaires se sont instantanément écartés, créant un large chemin dégagé, vers la sortie. Ils se sont mis au pas, juste derrière nous. Leurs lourdes bottes en cuir ont frappé le sol, en une synchronisation rythmique parfaite. Le son a noyé les chuchotements nerveux des parents de l'Ohio. J'ai atteint l'avant du salon, et j'ai poussé les lourdes doubles portes en verre, avec ma main libre. Le vent nocturne froid de l'Ohio m'a immédiatement giflé le visage. Il hurlait férocement à travers le parking en gravier, transportant les premières lourdes gouttes piquantes, d'une tempête d'hiver à venir. La température a chuté, et le vent a mordu dans ma veste de costume. C'était exactement comme la nuit où j'ai été traîné par le bras, et jeté dans le noir pour geler. Sauf que cette fois, je ne frissonnais pas. Je n'étais pas une jeune fille de 16 ans terrifiée, suppliant pour un lit chaud. Je sortais, avec un bataillon entièrement armé et farouchement loyal derrière moi. La famille que j'avais choisie. Les lourdes portes en verre se sont refermées derrière nous. Elles se sont claquées avec un bruit sec et lourd, coupant instantanément le son des sanglots pathétiques et déchirés de Richard. J'avais gagné la guerre la plus difficile de ma vie, et je n'ai jamais eu à tirer une seule balle. Les lourds pneus du SUV noir ont écrasé le gravier meuble, alors que David nous sortait du parking du salon funéraire. J'étais assise sur le siège passager, laissant ma tête reposer lourdement contre la vitre froide de la fenêtre. Dehors, le ciel meurtri de l'Ohio s'est complètement ouvert. Une pluie glaciale s'abattait contre le pare-brise, en violente nappe rythmique. Les halos jaunes des lampadaires bon marché défilaient, projetant de longues ombres mouvantes sur le tableau de bord. À l'intérieur de l'habitacle, l'espace s'est réduit à juste nous deux. L'intérieur brillait d'une faible lumière bleue et régulière, provenant du tableau de bord. Le chauffage bourdonnait d'un faible drone mécanique, poussant de l'air chaud contre mes chevilles gelées. L'odeur de cuir riche et vieilli des sièges a finalement submergé la puanteur persistante et écœurante de formaldéhyde et d'orchidées mourantes, qui étaient restées coincées dans mes sinus, depuis 1 heure. Puis, le choc psychologique m'a frappé. Ce n'était pas une vague soudaine d'adrénaline triomphante. Il n'y avait pas de trompette de la victoire qui sonnait à l'arrière de mon esprit. Je n'ai pas ressenti une vague de joie ou de justification écrasante. Au lieu de cela, un épuisement écrasant et paralysant s'est abattu sur ma poitrine. Mes os me semblaient être des tuyaux de plomb solide. Chaque muscle tendu et enroulé de mon dos, de mon cou et de mes épaules, s'est relâché d'un coup, me laissant complètement vidé. C'est la réalité brutale de l'ablation d'une infection toxique. On passe 20 ans à se préparer à un impact, 20 ans à combattre un fantôme dans son propre esprit, et quand on lui met enfin une balle, on se sent juste vide. Le désir désespéré et pathétique de la validation d'un père ou une tumeur que j'avais portée dans ma poitrine depuis l'âge de 16 ans venait d'être chirurgicalement enlevé, sans anesthésie. L'incision était profonde. Elle faisait mal. Mais le tissu en décomposition avait disparu, de façon permanente. La plaie était enfin propre.
David a gardé sa main gauche stable sur le volant, les yeux fixés uniquement sur l'asphalte sombre et glissant devant lui. Il ne s'est pas tourné pour me regarder. Il n'a pas offert un soupir doux et apitoyé. Et il n'a absolument pas demandé « ça va ?» C'était un vétéran de combat. Il savait très bien que cette question était pire qu'inutile, dans les instants qui suivent un affrontement. Au lieu de ça, il a tendu sa main droite, à travers la large console centrale. Il a trouvé ma main, qui reposait mollement sur mes genoux. Il a enroulé ses doigts épais autour des miens, et a serré fort. Sa peau était rugueuse, couverte de callosités épaisses et permanentes, après des décennies à saisir des fusils réglementaires, et de lourdes colonnes de direction. Il n'a pas dit un seul mot. Il a juste lentement passé son pouce rugueux, d'avant en arrière, sur mes articulations. Ce contact physique, silencieux et rassurant, m'a ancré au siège en cuir. Il valait 1000 excuses bon marché et fabriquées. J'ai légèrement tourné la tête pour regarder son profil, illuminé par les phares qui passaient. 3 étoiles argentées brillaient sur ses sombres épaules d'uniforme. Pourtant, il n'a pas une seule fois essayé de m'éclipser dans ce salon. Il a utilisé son immense autorité écrasante, non pas pour occulter ma présence, mais pour servir de rampe de lancement en béton armé, à ma propre puissance de feu. C'était la famille que j'avais choisie. Le genre de loyauté absolue, qui ne nécessitait pas d'ADN correspondant. J'ai redressé ma posture, roulant mes épaules en arrière pour me débarrasser de l'engourdissement restant. J'ai ouvert mon sac à main en cuir noir, et j'ai sorti mon téléphone portable. L'écran a illuminé l'habitacle sombre. 3 appels manqués, tous de Laura. Les parents de l'Ohio paniquaient probablement en ce moment, faisant les 100 pas sur ce tapis floral moche, perdant complètement la tête à propos de ce qui venait de se passer. Qu'ils paniquent. Qu'ils ruminent la réalité amère de leur propre insignifiance. J'ai ignoré les notifications, et j'ai ouvert ma liste de contacts. J'ai fait défiler l'index alphabétique, dépassant mes commandants d'unité, dépassant les officiers de logistique de la base. Mon pouce s'est arrêté, planant sur la lettre R. Richard Patel. J'ai fixé le nom, qui brillait sur l'écran blanc et dur. Pendant une fraction de seconde, mon pouce a hésité. Une pause microscopique. 20 ans de conditionnement biologique profondément ancrés ont essayé de se défendre. Un minuscule murmure irrationnel, d'une jeune fille de 16 ans terrifiée, debout sous la pluie glaciale, me suppliant de garder la ligne ouverte, au cas où. J'ai complètement fait taire le murmure. J'ai balayé vers la gauche. La boîte de suppression rouge est apparue. J'ai tapé dessus. Une invite de confirmation est apparue sur le verre. J'ai tapé sur « Bloquer le contact ». Fait. L'exécution numérique a pris moins de 2 secondes, mais il m'a fallu 2 décennies de sang, de sueur et de bottes de combat, pour mériter le droit de le faire. À partir de cette seconde exacte, cet indicatif régional de l'Ohio était définitivement effacé de ma grille de communication. Il pouvait crier dans le vide autant qu'il voulait. Ma radio était éteinte. J'ai jeté le téléphone portable dans la boîte à gants sombres, je l'ai refermé d'un coup sec, et j'ai fermé les yeux. Les pneus du SUV ont heurté le béton lisse et rainuré de la bretelle d'accès à l'Interstate 71. Le lourd moteur diesel a rugi, changeant de vitesse alors que nous prenions de la vitesse sur l'asphalte humide. À 1 km sur l'autoroute, les lumières vives des péages d'État ont percé la forte pluie. David a ralenti le véhicule, baissant la vitre juste assez pour scanner le pass de péage électronique. Un bip mécanique aigu a retenti. Le voyant rouge sur le panneau électronique est instantanément passé au vert vif et brillant. La lourde barrière à rayures s'est levée dans le ciel orageux, ouvrant la voie. Nous avons accéléré à travers. Derrière moi, à des kilomètres dans le noir, Richard Patel était laissé entièrement seul, face à l'obscurité totale de ces années restantes. Il allait passer le reste de sa vie à pourrir à l'intérieur d'une maison vide et suffocante, sans Hélène. Il n'y aurait pas de visite de vacances, pas de petits-enfants courant sur sa pelouse, pas d'héritage. Il était enfermé dans une prison psychologique qu'il avait construite de ses propres mains, serrant un morceau de papier de cahier d'une femme morte. J'ai gardé les yeux fixés droit devant, sur la route. Le SUV noir a déchiré la pluie battante, a traversé la frontière de l'État, et a accéléré à fond dans le noir. L'extraction était réussie. Maintenant, nous nous dirigions vers l'aube. 6 mois plus tard, le soleil matinal brûlant cuisait les terrains d'entraînement secs et sablonneux de Fort Liberty. Je me tenais seul, sur la passerelle métallique du 2e étage,
à l'extérieur de mon bureau de commandement. Mes deux mains étaient fermement enroulées autour d'une épaisse tasse en céramique de café noir. La vapeur amère s'enroulait dans l'air sec et aride. Le ciel au-dessus de moi était immense, s'étendant d'un bleu brillant et ininterrompu, d'un horizon à l'autre. Il n'y avait absolument aucune trace des nuages gris, suffocants et meurtris, qui planaient constamment au-dessus de cette ville sidérurgique mourante de l'Ohio. En bas, le son lourd et rythmé des bottes de combat, frappant l'asphalte noir, a résonné à travers le complexe. Un peloton effectuait son entraînement physique matinal. La poussière soulevée autour de leurs chevilles formait un nuage bas. À l'avant de la formation, scandant la cadence lourde, se trouvait Ethan. Sa voix a retenti sur le terrain d'entraînement, net et clair. Gauche, droite, gauche. Il avait 20 ans. Son t-shirt vert olive était trempé de sueur, collant aux muscles épais et cordés de ses épaules et de son dos. Il poussait son escouade plus fort, menant entièrement par l'exemple. Sans jamais faiblir, sans jamais regarder en arrière. J'ai pris une longue gorgée de mon café noir, en le regardant courir. Richard Patel avait regardé mon ventre plat il y a 20 ans, et avait qualifié ce garçon d'erreur. Il l'avait qualifié de déchet, de honte permanente, pour un nom de famille d'ouvrier, creux. Mais en regardant le jeune homme discipliné et farouchement loyal, qui menait des soldats américains dans la poussière, je connaissais la vérité absolue. J'avais pris la lourde chaîne rouillée de l'abus générationnel, et je l'avais complètement brisée en deux. Il n'y aurait pas de manipulation dans ma lignée. Il n'y aurait pas de cris pour des verres d'eau renversés, pas de jeunes filles enceintes et terrifiées jetées sous la pluie glaciale de l'hiver, pour sauver la face avec les voisins. J'avais systématiquement remplacé le cycle toxique de mon père, par une discipline de fer et un amour inconditionnel. Je me suis détourné de la balustrade métallique, et je suis retourné dans mon bureau climatisé. Mon lourd bureau en bois était couvert de dossiers logistiques classifiés, de calendriers de déploiement régionaux, et de cartes tactiques. Mais, posée juste dans le coin supérieur, bien en vue, se trouvait la boîte à munitions en bois cabossé. Pendant 2 décennies, je l'avais gardée enfouie dans le tiroir du bas, cachée comme un secret honteux et sanglant. Plus maintenant. J'avais pris les billets de 20 € froissés et délavés, et le papier de cahier aligne le dernier profil psychologique de l'ennemi d'Hélène et je les avais placés en toute sécurité à l'intérieur d'un lourd cadre en bois noir. Le cadre en verre était maintenant au centre de mon bureau, juste à côté de mes pièces de commandement en laiton. Ce n'était plus un rappel douloureux d'une vie dont j'avais été violemment exclu. C'était un monument permanent, à un réseau de renseignements clandestins. Ma mère n'a jamais porté d'uniforme de camouflage. Elle n'a jamais épinglé de grade, ni tiré avec un fusil M4. Elle a vécu toute sa vie d'adulte, piégée derrière les lignes ennemies, dans une maison toxique et suffocante. Mais elle était l'héroïne absolue de ma guerre personnelle. Elle a fait passer en contrebande les fournitures tactiques qui m'ont maintenu en vie, quand j'étais affamé dans une ruelle. 3 coups secs et lourds, ont fait vibrer la solide porte en chêne de mon bureau. Entrez, ai-je commandé. La lourde porte s'est ouverte. Un jeune capitaine de l'armée a parfaitement franchi le seuil. Il a redressé ses larges épaules, s'est mis au garde à vous, et a claqué un salut impeccable, digne d'un manuel. Le claquement sec de ses talons en cuir a résonné contre les murs en béton. Colonel, le briefing de stratégie régionale est prêt pour vous, dans la salle de guerre. J'arrive, capitaine. Merci. Il a baissé la main, a exécuté un demi-tour parfait, et a remonté le long couloir. J'ai posé ma tasse de café sur le bureau, à côté de la lettre encadrée d'Hélène. J'ai tendu la main, et j'ai ajusté le col de mon uniforme. Mon pouce a effleuré l'aigle en argent massif, épinglé solidement à mon épaule. Ce n'était qu'un petit morceau de métal froid et sans vie, mais il portait le poids stupéfiant de 20 ans de survie brutale. Il avait été forgé sous la pluie glaciale de l'Ohio, martelé dans la chaleur étouffante de 43 degrés Celsius des sables du désert, et refroidi dans le sang et la sueur d'une femme, qui a simplement refusé de se coucher et de mourir. Je me suis retourné et j'ai marché vers la porte ouverte. Je sortais pour faire face à des opérations militaires mondiales massives. Mais pour la toute première fois de ma vie, je marchais complètement légère. Le fantôme lourd et suffocant de Richard Patel n'était plus attaché à mon dos. J'ai perdu ma famille biologique. Mais j'ai pris les morceaux brisés et éclatés qu'ils ont jetés, et je les ai fondus en une forteresse d'acier solide, pour moi-même. C'est la vérité la plus difficile que vous aurez jamais à avaler, la famille, ce ne sont pas les gens avec qui vous êtes coincés par un accident de naissance.
Ce n'est pas seulement un ADN partagé, ou un nom de famille commun. Le sang ne fait que des parents. La famille, c'est la structure que vous construisez à partir de zéro, en utilisant les lourdes briques de la loyauté absolue, du respect mutuel, et de l'amour inconditionnel. Ce sont les gens qui se tiennent épaule contre épaule avec vous, quand le ciel devient complètement noir, et que les balles commencent à voler. Si vous vous tenez sur un porche en béton glacial en ce moment, frissonnant sous la pluie, pendant que les personnes qui sont censées vous aimer ferment le peine dormant de l'intérieur, arrêtez de frapper. Ne les suppliez jamais d'ouvrir cette porte. Tournez le dos au porche. Sortez dans la tempête. Serrez les dents, et survivez. Construisez votre propre château. Construisez-le si haut, et si lourdement blindé, que ces personnes toxiques ne pourront jamais y mettre les pieds. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si vous êtes prêt à redéfinir complètement votre propre vie, et à vous débarrasser du poids mort, allez dans les commentaires tout de suite, et tapez les mots « Continuez à vivre ». Prouvez-vous que vous n'avez pas fini de vous battre. Et n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner à la chaîne, pour entendre plus de vérités brutes et sans filtre. Restez fort, tenez bon, et je vous verrai dans la prochaine histoire.